Bonjour à tous et bonjour à vous Elisabeth Bouchot et Julie Timmerman. Merci de me recevoir dans votre théâtre de la Reine Blanche, scène des arts et des sciences. Avant d'aborder la série Les Fabuleuses qui retrace le destin contrarié et la reconnaissance volée de 3 femmes scientifiques, intéressons-nous un peu à vous. Vous êtes autrice de théâtre, comédienne et physicienne. Vous êtes diplômée de l'École centrale de Paris et docteur en physique. Et vous obtenez un premier prix d'art dramatique au Conservatoire de Bourg-la-Reine-Sceaux. Et Julie, vous êtes une comédienne, dramaturge et metteuse en scène. Et vous avez fait des études de lettres. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, on fasse une distinction entre les études et carrières scientifiques et celles plus largement littéraires ? Alors que toutes les deux, vous arrivez à associer les deux. Je crois que ça serait un gros boulot de faire les deux, mais ça serait bien qu'au cours des études scientifiques, il y ait un peu plus de sciences humaines et de littérature, et peut-être plus de sciences quand on fait des études littéraires. On ne peut que regretter cette séparation complète des deux cultures. Oui, on sait par exemple que beaucoup de philosophes étaient mathématiciens et vice-versa. Donc ça paraît évident de lier les deux. Moi, je sais que mes études, en tout cas, m'aident dans mon métier directement. Et ça dépend des professeurs qu'on a eus à l'école. Moi, j'ai eu des profs de maths notamment, un prof de maths exceptionnel. Donc j'aimais beaucoup ça. Et du coup, finalement, quand on vous a proposé de de mettre en scène l'affaire Rosalind Franklin, ça vous a pas paru, vous avez pas eu peur au premier abord de la science, etc., etc. Oh non, parce que c'est passionnant. Et puis la question, c'est est-ce que ça fait théâtre ? Et cette histoire-là fait théâtre, c'est l'essentiel. À l'origine de la série Les Fabuleuses, il y a Flamme de science, dont Exil intérieur et Prix Nobel sont les 2 premières pièces. Vous écrivez que le scénario est presque toujours le même. Les femmes font une découverte de grande valeur en collaboration ou en compétition avec un ou plusieurs hommes. Ces hommes se battent pour être reconnus et les femmes ne se battent pas parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'elles. Quelle est donc la spécificité des destins de Jocelyn Bell et Lisa Meitner qu'on retrouve respectivement dans Prix Nobel et Exil intérieur ? Alors l'histoire de Lise Meitner, c'est donc une femme qui est née à la fin du 19e siècle, qui est autrichienne et qui part à Berlin en 1907, à un moment où les femmes sont à peine tolérées dans les universités de Prusse. Elles ne seront véritablement admises dans les universités de Prusse qu'en 1908. Donc son début est difficile et elle arrive, grâce à son talent scientifique, à avoir une reconnaissance internationale. Elle travaille avec Otto Hahn, qui est un chimiste allemand. Et tout se passe bien, enfin plus ou moins bien, jusqu'en 1933. Comme Lise est d'origine juive, elle est convertie au protestantisme, mais pour les nazis, ça ne fait pas de différence. Elle commence à se sentir relativement mal en Allemagne. Et en 1938, après l'Anschluss, elle est obligée de fuir en laissant en fait des expériences de bombardement de noyaux par des neutrons qu'elle avait mises en place avec Otto Hahn et Fritz Strassmann. Elle laisse ces expériences, elle s'enfuit en Suède pour sauver sa peau. Et là, Otto Hahn lui écrit. Il se donne même des rendez-vous à Copenhague en terrain neutre pour que Otto Hahn lui dise en fait quels sont les résultats de ses expériences, auxquels il ne comprend absolument rien. Et c'est elle qui va comprendre ce qui se passe vraiment et découvrir pour la première fois, et à l'époque, aujourd'hui, ça paraît banal, comme toutes les découvertes anciennes paraissent évidentes, mais à l'époque, c'était complètement fou de penser que les noyaux atomiques pouvaient se briser. Et c'est elle qui comprend que ces noyaux peuvent se casser en libérant une énergie considérable. C'est évidemment la compréhension de la fission nucléaire. Donc voilà le destin de Lise Meitner qui, en plus, donc tout ça se passe pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Elle refuse de faire partie du projet Manhattan parce qu'elle ne veut pas travailler à la fabrication d'une bombe. Et à la fin, en 1944, le comité Nobel donne le prix Nobel de chimie à Otto Hahn. Rien à Lise Meitner, qui sera présentée 49 fois au prix Nobel sans jamais l'obtenir.
Et en plus, on l'appelle la mère de la bombe atomique, voire la mère juive de la bombe atomique, alors que c'est vraiment une des rares qui ait refusé de participer à la fabrication de la bombe. Donc en fait, c'est un destin tragique, le destin tragique d'une femme qui a une hauteur de vue et un niveau d'éthique très très supérieur à la moyenne, et qui a un destin tragique parce que elle a fait une découverte fondamentale qui a changé la face du monde. On peut dire qu'il y avait avant la fission nucléaire et après la fission nucléaire, le monde n'est plus le même. Et qui n'a pas eu la récompense qu'elle méritait, mais a reçu l'opprobre d'avoir découvert quelque chose qui était précurseur d'une arme de destruction massive de l'humanité. Donc voilà, c'est cette première série d'injustices sur Lise Meitner. Jocelyn Bell, c'est une histoire complètement différente, puisque Jocelyn Bell est une astrophysicienne irlandaise qui a fait des découvertes majeures en astrophysique quand elle était étudiante en thèse à Cambridge, en Angleterre. Elle a découvert le premier pulsar, qui est un signal qui est envoyé par une étoile à neutrons. Et c'est très rare en astrophysique, enfin c'est vraiment remarquable de découvrir un nouvel astre, d'une certaine façon. C'est vraiment tout à fait remarquable. Et pour cette découverte, qui était entièrement la sienne, et les gens autour savaient que c'était la sienne, et qu'elle a eu du mal à convaincre son patron de thèse, Anthony Hewish, de l'intérêt de cette découverte. Et donc, en 1974, c'est Anthony Hewish, son patron de thèse, et lui seul, qui s'est vu décerner le prix Nobel de physique pour cette découverte. Donc encore une injustice. Déjà, dans ces deux cas, on voit que les histoires sont totalement différentes, et que on peut à chaque fois trouver des raisons pour lesquelles ces femmes n'ont pas été récompensées, qui ne sont pas le fait qu'elles sont des femmes. Alors on peut dire, oui, Lise Meitner, elle était juive en 1938, ça, évidemment c'était une situation difficile. On peut dire que Jocelyn Bell était étudiante et qu'on ne donne pas le prix Nobel à une étudiante. Pourquoi pas? On l'a bien donné à des gens très jeunes en physique aussi. Lee et Yang, ils étaient très 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 jeunes. Josephson aussi. Bon, mais admettons qu'on ait fait ça pour son bien. Voilà, on peut trouver ces raisons-là, mais en fait, bien que ces femmes aient vécu dans des pays différents, dans des circonstances différentes, à des époques un peu différentes, eh bien, l'histoire est toujours la même. Il y a un ou des hommes qui se battent pour la reconnaissance, la paternité d'une découverte, et les femmes qui sont assignées, c'est vraiment une assignation de genre, assignées à ne rien dire et à dire finalement c'est pas grave, il y a plus important dans la vie, je pardonne, voilà, parce que en tout cas à l'époque, heureusement les choses ont un peu évolué. Si une femme se mettait à revendiquer ce qui lui appartenait, vous savez bien, elle est hystérique, acariâtre, elle a mauvais caractère, elle fait des histoires, donc elles finissent toutes par se taire. Voilà. Et ça, c'est le dénominateur commun de toutes ces histoires-là. Et ben, pour en revenir à Jocelyn Bell, pourquoi avoir pris le parti de la fiction pour la colocatrice de Jocelyn Bell dans la pièce, même si on sait qu'elle existait? Oui, elle existait, c'est tout ce que je sais, et elle était étudiante en théologie. Et c'était la coloc de Jocelyn. Ça, Jocelyn Bell me l'a dit, puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer avant d'écrire la pièce. Il me fallait quelqu'un qui soit un peu le néophyte pour faire passer quelques concepts d'astrophysique, expliquer ce que sont les quasars, qui était son sujet de thèse, expliquer ce que sont les pulsars, et puis 2-3 choses qu'il faut savoir en astrophysique. Qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière, qu'est-ce que c'est qu'une période, des choses de base comme ça. Et qui, j'ouvre une petite parenthèse, c'est une chose à laquelle je tiens. Ça fait partie c'est un système d'éducation populaire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'aime bien
donner des notions scientifiques au grand public. Ça ne veut pas dire que les gens vont se transformer en physiciens ou en mathématiciens, mais je crois que la science, il y a une culture scientifique et que cette culture scientifique, comme toute autre forme de culture, doit être partagée avec le plus grand nombre. Donc il faut la partager, évidemment au niveau où les gens peuvent la comprendre, la recevoir. Donc Janet, elle me sert à ça. Elle comprend pas ce que fait sa coloc, elle lui demande des explications et le public en bénéficie, bien sûr. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est le parallèle des destinées des deux femmes, puisque l'une fait des études de théologie, l'autre d'astrophysique. Ce sont deux milieux évidemment éminemment masculins. Et d'observer comment ces deux filles se construisent, ces deux femmes très jeunes arrivent à se construire dans des environnements très masculins, qui ne sont pas les mêmes mais qui ont quand même leurs parallèles, ça me paraissait très intéressant et émouvant. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, comment grandissent les femmes dans un monde qui ne leur est pas toujours très favorable. Et l'affaire Rosalind Franklin est éloignée des deux premières pièces dans le temps, dans l'écriture et la création en tout cas. Est-ce que ceci, du coup, a changé quelque chose à l'écriture et à la manière d'aborder le thème de l'effet Mathilda ? Ce sont des histoires très différentes de toute façon. Moi, j'écris toujours, à part prix Nobel, parce qu'il n'y a pas de biographie de Jocelyn Bell, donc je l'ai interviewée. Sinon, j'écris à partir de biographies. Je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas chercher à fouiller dans les archives, mais je me sers de biographies. J'ai fait la même chose pour Rosalind Franklin. Il se trouve que l'histoire est très différente. Parce que aussi bien dans le cas de Lise Meitner que le cas de Jocelyn Bell, les hommes avec lesquels ces femmes travaillaient n'ont pas volé les résultats de ces femmes. Ils ont été récompensés de façon injuste, disons par rapport au fait que ces femmes, elles, ne l'ont pas été récompensées. Donc c'est injuste. Ils ont été très très inélégants l'un et l'autre, Otto Hahn d'une part et Anthony Hewish d'autre part. Ils n'ont pas poussé alors qu'ils savaient très bien que ces femmes avaient fait un travail formidable. Ils ne l'ont pas dit ouvertement et ils n'ont pas essayé de les pousser sur le devant de la scène, mais ils n'ont pas volé les résultats. L'histoire de Rosalind Franklin, c'est terrible parce que en fait, elle a un caractère beaucoup plus trempé que Lise Meitner et Jocelyn Bell. Quand on veut lui prendre ses résultats, elle dit non, mais on les lui vole. On lui a volé deux résultats majeurs. L'un est la photographie 51. Si vous tapez sur un moteur de recherche photographie 51, vous la voyez tout de suite. C'est le premier cliché de rayons X de l'ADN, d'une molécule d'ADN. Et puis un rapport qu'elle avait déposé au Medical Research Council qui a été divulgué alors que, bien évidemment, il ne devait pas l'être. Donc l'affaire est plus grave. Comme l'enjeu et l'affaire est plus grave, comment on monte ça ? Vous aviez déjà vu, j'imagine, les pièces d'Exil intérieur et de prix Nobel. Comment on part au début de la création pour monter cette affaire plus grave là ? Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont intéressée, qui ont été mes axes de travail. Déjà, avec le scénographe, d'imaginer un espace où elle est tout le temps sous le regard des autres. Donc on a imaginé un système de passerelles qui encadre un bac de révélation, qui est en fait le plateau, qui est son labo dans lequel elle va évoluer, mais qui fait comme un bac de révélation, c'est-à-dire qu'au moment où la photo se révèle, en fait c'est elle qui se révèle. Donc voilà, et les acteurs ne sortent jamais de scène en coulisses, ne vont jamais en coulisses, donc elle est tout le temps sous le regard de quelqu'un. Donc déjà ça m'intéressait, cet aspect-là. Il faut penser aussi que ce sont des gens qui ont une vision, comme les poètes.
comme voilà, les gens qui ont fait des grandes découvertes dans le monde, ils ont une vision que d'autres n'ont pas. Et j'avais envie de montrer la façon dont ça, autant que faire se peut. Évidemment, on a l'exemple d'Oppenheimer au cinéma où la vision peut être matérialisée par des effets spéciaux, par des choses. Là, simplement, par le jeu des acteurs et les moyens du théâtre, on arrive à voir que tout d'un coup, elle voit quelque chose que les autres ne voient pas. Donc ça, c'est très fort et c'est ça qui me fascine dans ces personnages, moi. C'est qu'ils ont cette force incroyable qui fait que on a parfois l'impression qu'effectivement la course au résultat, à être le premier à publier en premier, n'est pas le moteur principal. Et même si effectivement Rosalind Franklin, elle a un tempérament incroyable, et elle ne se laisse pas faire du tout, elle ne veut pas qu'on se mette en travers de sa route, elle ne laisse personne faire ça, mais elle a quand même cette dimension qu'ont ces gens-là qui ont une vision, cette dimension, elle est en contact avec les étoiles. C'est-à-dire, elle travaille dans le microcosme, elle travaille sur ce que c'est la molécule d'ADN, donc il y a quelque chose en elle qui va au-delà de toutes les ambitions humaines, voilà, d'être le premier, d'arriver toujours. Donc c'est ça qui me fascine dans ces personnages. Donc vous disiez comment on montre cette montée en puissance chez Rosalind Franklin, il s'agit véritablement d'un vol. Donc je me suis dit que c'était important de montrer ça comme un polar. Donc on voit en fait la circulation de cette fameuse photo 51 qu'on va lui voler. On la voit dans la pièce, dans la mise en scène, parce que c'est pas toujours écrit, c'est-à-dire que entre les scènes, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc moi, j'ai choisi de le matérialiser pour avoir une circulation de la photo, notamment avec une musique et une lumière en silhouette sur un cyclo qui permet d'aller vers un côté polar où à la fois c'est sérieux et à la fois ces gens-là apparaissent comme des guignols en face d'elle, qui fait quelque chose de très fondamental et profond. Et est-ce que sans la découverte de la double hélice de l'ADN, la vie aurait moins de sens ? Alors c'est une réplique de la pièce. La vie aurait donc un sens. Oui, ce qui est assez beau, c'est qu'elle découvre que l'hélice tourne toujours dans le même sens. Et donc voilà, Elisabeth fait ce jeu de mots. La vie aurait un sens. Et c'est vrai que c'est inimaginable. C'est une des grandes questions qu'on se pose. Enfin, moi, je me la suis déjà posée. J'imagine que je suis pas la seule. De se dire que comme mes cellules se renouvellent en permanence tout au long de ma vie, qu'est-ce qui fait que je suis moi, que je reste moi ? Et c'est fascinant. Oui, c'est l'histoire du bateau de Thésée, dont on remplace des morceaux régulièrement. Et que reste-t-il du bateau initial ? Est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ? C'est la même histoire avec les êtres vivants. Et pour terminer, est-ce que vous avez déjà une idée de la femme scientifique, du personnage principal d'un prochain épisode potentiel ? Ah oui, la pièce est écrite, elle s'appelle La découvreuse oubliée et c'est sur Marthe Gauthier qui a découvert la trisomie 21.